Quand on est malheureux, on se demande comment être heureux. Et quand on est heureux, on se demande rarement comment être malheureux. C'est pas instinctif. J'ai beaucoup de crises d'angoisse. Là, la philosophie va beaucoup m'aider. Extrasystole, je vais devoir me lever, marcher, obsession. Je vais vraiment avoir le cœur qui va vite monter et qui va partir presque en tachycardie de temps en temps. L'impression d'être enfermé dans moi-même. J'ai changé 3-4 fois de collège, j'ai été viré parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif. J'ai dormi de temps en temps, quelques fois dans la rue, c'était vraiment difficile. Je me battais beaucoup, j'étais en guerre. Et là pour moi c'est la descente en enfer, grosse dépression, en état clinique, pensée suicidaire. J'ai tendance à, quand je vais pas bien, à vraiment aller au fond du fond du fond. Salut à tous et bienvenue dans l'envers du décor, le podcast qui parle de tout sauf de business avec les entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, je reçois Chris Laquiez, ancien tatoueur devenu philosophe. Oui, t'as bien entendu. Et dans cet épisode, on plonge dans son parcours hors du commun, de ses débuts en tant que tatoueur à son immersion dans la philosophie. On va surtout parler de comment la philosophie l'a aidé à gérer son anxiété, ses crises d'angoisse et comment ça l'a aidé aussi à surmonter les moments très difficiles de sa vie. Donc si tu veux savoir comment Chris a transformé son quotidien grâce à la philosophie et comment il gère mieux sa santé mentale, je t'invite vraiment à aller regarder cet épisode. Comme d'habitude, je te laisse mettre des petits likes, des petits commentaires, partager, t'abonner à la chaîne, sur Apple Podcasts aussi, Spotify. Ça me ferait vraiment plaisir, c'est super important pour le référencement. Je te souhaite un super épisode, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Hello Chris. Salut. Comment tu vas? Très bien. Yes. Merci d'être venu. Eh bien, merci à toi, avec grand plaisir. Dans le podcast L'envers du décor. Je sais pas si tu donnes beaucoup d'interviews. Oui. Oui. Ça dépend des moments. J'ai profité que tu étais de passage sur Paris, parce qu'au final, je voulais te voir sur Bali. On n'a pas réussi. Non, c'est vrai. Comme par hasard, vous êtes sur Paris, donc parfait. Ça fait Ça vraiment tombe plaisir. bien. Ouais, Chris, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et dire brièvement ce que tu fais, qui tu es aux auditeurs du podcast de L'envers du décor? Ah, ok. Moi, je suis écrivain. Mon travail, c'est d'écrire. Voilà. Je fais beaucoup de philosophie dans le sens où je donne des cours de temps en temps, je réalise des conférences. Jusqu'à dire que je suis philosophe, je ne sais pas. J'irai peut-être pas jusque-là, mais je m'intéresse beaucoup à la philosophie et à la littérature. Je crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Et puis, je dirige une collection d'éditions de philosophie justement dans une maison d'édition. Okay. Et voilà le principal job que je fais. Ça veut dire quoi, diriger une collection Je dirige, en d'édition? fait, dans les maisons d'édition, il existe différents types de collections. Et à l'intérieur, il y a des collections qui sont dirigées par différents éditeurs. Et moi, je travaille en compagnie de Mathias Leboeuf, qui est docteur en philosophie et professeur aussi en université. Ok. On dirige ensemble une collection de philosophie. Du coup, on édite des philosophes, des sujets qui sont très clivants, très à contre-courant. Ok. Et tu t'exprimes sur la philosophie depuis combien de temps maintenant sur les réseaux? Depuis quelques temps. Moi, je suis très mauvais je suis très, très mauvais pour utiliser ma mémoire dans un rapport spatio-temporel et de me dire Ok. en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Je serais Ok. incapable de te répondre. Je vais essayer de faire Je attention suis du très coup. mauvais pour ça. Je Dans mes- connais la chronologie, mais Ok. On va donner des périodes, genre, tu sais, on Voilà, va c'est dire ça. enfance, adolescence, exactement, ça sera plus simple. un truc comme ça. Et juste pour clôturer l'aspect business, du coup, tu vis de ça, de la philosophie? Voilà, en fait, je réalise des conférences, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ok. Je réalise aussi des ateliers d'écriture. J'aide aussi pas mal d'entrepreneurs et de particuliers à se lancer dans l'écriture de leurs livres. Et puis moi, j'écris mes livres aussi. C'est ce qui me permet de pouvoir aussi gagner correctement ma vie, même si l'écriture, ça prend beaucoup de temps pour en gagner de manière assez confortable. Et Faut vendre combien de livres à peu près par an pour se dire que tu peux vivre un peu? il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de facteurs qui changent. Ça dépend du contrat, ça dépend du livre, ça dépend effectivement du nombre de ventes, mais ça dépend aussi de combien ce que la personne va toucher en fonction des ventes, sachant qu'il faut savoir qu'un auteur touche environ entre 8 et 15% par livre vendu. Admettons, ça peut aller de 2 à 3 euros par livre vendu, quoi, ou 2 à 4 euros max, ce qui fait qu'il faut en vendre quand même beaucoup pour avoir une année assez stable. Donc voilà, après, ça dépend, il y a plein de styles différents qui se vendent beaucoup mieux. La littérature, la romance va se vendre très bien, le développement personnel aujourd'hui se vend très bien. C'est vrai que les romans historiques vont peut-être avoir plus de difficultés, les biographies aussi sur certains auteurs. Donc ça va dépendre du public, il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas que de l'auteur.
Parce que toi, tu as écrit Guérir l'impossible, c'est ça? Voilà, j'ai écrit mon premier livre qui est sorti l'année dernière. Et là, j'ai 2 autres livres qui sortent cette année. Et après, Ah oui, ouais, d'accord, tu es sur un rythme. ouais, un bon rythme. Mais je fais que ça maintenant. Je fais vraiment, je Ah fais que ouais. ça. Et j'aide les gens à se lancer dans l'écriture. Et t'aides n'importe qui? Genre, tout niveau, je veux dire. Ah ouais, ouais, bien sûr. Alors après, ça dépend si je suis touché ou pas par le style littéraire. J'ai beaucoup d'importance, je mets beaucoup d'importance sur les mots, construction des phrases, l'originalité, ce qui fait que c'est très important pour moi de tomber sur quelqu'un qui va avoir, peut-être quelque chose qui sort du lot, Hmm, une originalité ok. qui mais après j'aide tout le monde mérite d'être aidé quoi donc Hmm. sinon, je pense que j'essaie aussi d'apporter une forme de culture ou de connaissance qui va se rapprocher des réflexions philosophiques, qui va se rapprocher, de ce qu'on peut trouver dans les grands textes littéraires, de manière à pouvoir l'utiliser dans nos vies et trouver une forme de liberté. Ok. Et ton livre, Guérir l'impossible, Mmh. parce que je l'ai pris, mais je l'ai pas fini. Ouais. Je le finirai plus tard. Je sais pas si ça va te faire grincer des dents, mais est-ce que c'est une forme de dev perso, la philosophie? Alors pour être honnête, ce tout premier livre, je ne le supporte pas du tout. Il représente Ah pas ouais? du tout, qui je suis. Ouais, ouais, je le trouve profondément médiocre. Après je suis très dur avec moi-même. Voilà, je pense que tu es Je dur suis avec excessivement toi-même. dur avec moi-même Parce et qu'il est, pour l'instant, il est bien écrit de ce que je suis en train de lire. ouais, c'est en fait, je voulais amener des grands concepts philosophiques et de montrer comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser dans notre vie. Donc à l'intérieur, il y a 21 fondements et c'est sur le thème de la souffrance, notre rapport à la souffrance. Donc il y a aussi un rapport très psychologique où il y a aussi, voilà, une étude un peu, une étude sur, nos fonctionnements, psychiques en fonction de différents types de situations. Sauf que, il y a aussi une partie qui est spirituelle à l'intérieur où on va dire avec une approche un peu holistique à la fin, sur le dernier chapitre qui ne me correspond pas du tout aujourd'hui. Donc, Mais qui te correspondait à l'époque où tu et l'as qui me écrit. correspondait à Ok. l'époque où je l'ai écrit. Heu, mais voilà, je suis pas convaincu de ce livre. Il a bien marché, il a bien fonctionné, j'en ai vendu vraiment pas mal. J'ai de super bons retours, les gens aiment beaucoup et moi j'en suis profondément mécontent, voilà. Donc bon, c'est comme ça, hein. Mais il est super bien noté en plus sur Amazon. Ouais, ouais, super bien noté. Genre, Non, franchement, il a cartonné, ouais. mais Parce que tu vois, moi, j'ai lancé un podcast sur la santé mentale mmh mh. parce que j'ai fait un burn-out assez sévère. Et au travers de mes rencontres et de mon éducation sur le burn-out, la santé mentale, l'anxiété, je retrouve toujours une petite partie de philosophie. Il y a beaucoup de philosophes qui reviennent finalement enfin, qui sont liés en fait à la guérison de l'anxiété et de la dépression par les textes, tu vois, la philosophie stoïcienne, etc. Est-ce que toi, la philosophie, ça t'a guéri d'une certaine manière, d'une souffrance ou quoi que ce soit? Alors Ou qu'est-ce que tu penses de la relation entre philosophie et santé mentale? Heu, la philosophie ne va pas t'aider à guérir. Moi, j'y crois pas en Mmh. ça. Je pense qu'au contraire, peut-être qu'elle peut vraiment t'aider à te sentir moins bien, ça c'est possible. Ça c'est possible, ça me dérange profondément la philosophie. Maintenant, la philosophie stoïcienne est beaucoup abordée aujourd'hui, on le Ouais. voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur de plus en plus de livres, plus en plus d'approches, mais c'est généralement amené d'une manière, très réductrice de la philosophie OK. stoïcienne qui se veut être extrêmement complexe et profonde, plus profonde que simplement trois quatre concepts, de cette philosophie-là. OK. Mais c'est une philosophie qui trouve son bonheur à travers, l'ataraxie, donc la paix de l'âme, heu, dans la maîtrise de soi. Une des vertus peut être la maîtrise de soi. C'est-à-dire que l'impassabilité, ce que les Grecs appellent l'apatheia, c'est, dans cette impassabilité que le philosophe stoïcien trouve une forme de joie et une forme de bonheur intense Mmh. dans une profonde maîtrise de soi. Ce qui fait que je suis un très mauvais stoïcien et que je ne suis pas du tout stoïcien pour le coup, parce que moi, je vais trouver mon bonheur, dans des fois, une débandade complète ou dans, un laisser-aller, vers l'inattendu, me laisser submerger par l'événement que je vais vivre, Mmh. plus qu'essayer de contrôler mes réactions aux événements que je vis. Par contre, ça a été une philosophie qui, pendant un moment donné de ma vie, m'a énormément aidé, Mmh. notamment dans des moments un peu difficiles, un peu complexes. C'est une philosophie qui peut permettre de nous relancer sur, une meilleure compréhension peut-être du monde Mmh. et de notre rapport aux autres. Ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là, ouais. Mmh. Ouais. Faudrait que enfin, je commence à m'y intéresser parce que moi, j'ai encore quand même de l'anxiété, tu vois? Et de me dire peut-être que ça peut
peut m'apporter des réponses, quoi, d'être un peu plus stoïque par rapport à la vie, par rapport au futur et tout, tu vois. Mais C'est possible, honnêtement, c'est possible. Il y a toujours, je pense que la philosophie n'est pas du tout faite pour donner des réponses. Je pense qu'elle est surtout là pour poser les bonnes questions. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'au final, on va tous avoir des réponses différentes, des définitions différentes. Il y a une forme de relativité assez intense, hmm, ne serait-ce que l'idée du bonheur. Il y a autant de conceptions du bonheur que peut-être d'êtres humains sur cette planète. c'est clair. Ouais. Ce qui fait que c'est un concept qui se veut assez abstrait, un peu intangible. Là où, par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la philosophie va nous permettre de nous questionner sur notre rapport au bonheur. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, à partir de quand il n'est plus. Donc, je pense que ça peut aider dans notre rapport à trouver le juste milieu, en fait, entre nous et le monde, et au rapport aux choses qu'on va vivre. Hmm. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux aussi, donc Ah ouais? je sais que la philosophie D'accord. m'aide dans des moments assez difficiles où j'ai beaucoup de crises d'angoisse. Là, la philosophie va beaucoup m'aider. Ça me permet de me questionner et que moi, j'aime éperdument ce travail-là. Je n'appellerais même pas ça un travail, mais j'aime vraiment, je suis vraiment passionné par la philosophie, la littérature, ce qui fait que moi, ça peut être un beau soutien dans les situations que je vis. Ah, ok. Mais je sais que je ne trouverai pas de réponse concrète, quoi. Ok. Donc, t'es quelqu'un d'anxieux, du coup? Et qui Ah fait ouais, des ouais, crises d'angoisse? ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Je fais beaucoup de crises d'angoisse. Ça se manifeste comment? Et du coup, Extrasystole. Pardon? ok. Non, mais vas-y, je te laisse. Je disais extrasystole, je vais devoir me lever, marcher, obsession. Ouais, je vais vraiment avoir le cœur qui va vite monter et qui Ah va ouais. partir presque en tachycardie de temps en Ah temps. ouais. Ouais, 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 c'est l'impression d'être enfermé dans moi-même. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que je suis cloîtré en moi, ce qui fait que ça peut me donner une sensation d'oppression complète. Et vu que je suis quelqu'un de claustro, ça peut Ah, t'es de suite. claustro? Ouais, Ouais, moi ça, aussi. du coup, ça, j'ai vite besoin d'air, comme s'il me manquait de l'air, et donc il faut que j'en trouve. Voilà. Ce qui fait que j'ai mon opium. Mon opium, c'est le divertissement dans la littérature, la philo, dans le basket quand je fais du sport, dans voilà, plein de moments qui me permettent de pouvoir trouver une juste distance entre moi et moi-même, quoi. Et la philo, elle t'aide comment, du coup, dans ça? L'anxiété, les crises d'angoisse, c'est juste le fait de te plonger dans ça? Ouais, c'est la Ah, connaissance ok. plutôt que Ok. la philosophie en tant que telle. La philosophie, ça veut dire que c'est plutôt une pratique, Hmm. mais la connaissance, d'acquérir de la connaissance, de me plonger à travers l'histoire d'autres personnes, de rentrer dans le monde à travers d'autres portes, qui me permettent de mieux appréhender mon rapport aux choses, les questionnements que je pense vraiment que la connaissance est une forme de liberté. Pas la connaissance forcément en tant que culture, d'avoir une grosse culture générale, mais de plutôt une connaissance en tant que désir de connaissance. C'est-à-dire vraiment Hmm. vouloir connaître, et ce désir Ouais. de connaissance permet à trouver une forme de liberté. C'est-à-dire que plus je vais avoir de perspectives sur ce que je vis, plus je vais avoir de façon d'appréhender ma façon de le vivre. Clairement. Ouais. Et donc, quand on se plonge à travers les yeux d'un auteur, on arrive à trouver de temps en temps une vision différente de la situation que nous, on n'aurait pas imaginé de telle ou telle manière. Clairement. Ça nous permet d'avoir notre façon de l'appréhender. Ouais. Ouais, ça te fait prendre du recul sur plein de choses, quoi. Plein de situations qui peuvent potentiellement être, en fait, horribles, mais si tu la prends d'une autre perspective, ça va. C'est ça, c'est-à-dire Ouais. que nous, on va souvent être cloîtrés dans une certaine façon de percevoir le monde, une certaine façon de l'interpréter, alors qu'au final, on se rend compte qu'à travers d'autres pensées et d'autres regards, Hmm. on a une vision qui s'avère être un peu modifiée et qui va muter, qui va se plier Ouais. avec la découverte qu'on va faire. Donc du coup, Chris, si on revient au tout début de ton histoire, pour comprendre comment tu as fait pour arriver à faire de la philo, est-ce que tu peux me dire où tu es né et dans quel type d'environnement? Alors moi, je suis né à Arcachon, Ouais. sud-ouest de la France. Je suis né d'un papa docteur et d'une maman infirmière, en tout cas de ce que je sais. En tout cas de ce que je sais. Et puis j'ai grandi dans un environnement très correct, très Ok. très bien. J'ai jamais été dans le manque financier de quoi que ce soit, Ok. donc je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. J'avais une maman très 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 présente, beaucoup d'amour, peut-être même des fois surprotectrice, à vraiment vouloir presque avoir un peu de l'emprise sur ses enfants tellement l'amour était et est toujours considérable. Et un Mhm. papa qui est très détaché, très absent. Toute mon enfance, j'ai eu un papa très absent, très dur. Faut savoir que moi, mon père a eu une enfance extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Il vient de la campagne. Alors, c'est réfugié immigré italien Ok. du côté de mon père. Ouais. Et du côté de ma mère, c'est malgache pied noir. Donc, du coup, on a vraiment une partie très, très, très famille.
du côté de ma mère, et une partie de mon père qui provient de la campagne Périgord-Sarlat, Dordogne, pardon. Sarlat, très, 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 très dur. Il a eu une enfance extrêmement difficile. Ses grands-parents étaient des justes parmi la nation, tu sais, ceux qui ont hébergé des juifs, qui ont aidé des Américains, mais ils avaient c'était vraiment de la campagne de l'époque. Mon père travaillait dans les champs, il n'avait pas de liberté. Il a dû énormément se battre dans sa vie, ce qui fait il me disait qu'il avait 1% de chance de réussir à devenir docteur, parce qu'il a réussi à devenir médecin généraliste. Et il a réussi à le faire. Et je pense que ça l'a extrêmement endurci son rapport à son enfance, en tout cas ce qu'il a pu vivre, ce qui fait qu'il a eu une relation avec ses enfants où il ne savait pas ce que c'était que l'amour en tant que partage. C'est-à-dire, comment est-ce que je donne l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour. Du coup, c'était très difficile pour ma sœur et moi. C'était très difficile, toute notre enfance. Petite sœur? Grande sœur. Elle a 11 ans de plus que moi, ma sœur. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis vraiment moi, j'étais pas prévu, quoi. Mes parents m'ont eu à 40 ans, donc tu vois. Ah oui. Ouais, c'est vraiment le petit dernier. Ok. Et ma sœur, j'ai deux demi-sœurs, dont une avec qui je suis très très proche, que c'est vraiment ma sœur, qui a donc du coup 11 ans de plus que moi, et avec elle, voilà, ça a été difficile un peu notre enfance, parce que voilà, notre père a été très dur avec nous, très sévère. Énormément d'attentes. Il voulait que ses enfants réussissent comme lui, il voulait qu'on se batte, et du coup, pour se battre, il pensait que aller dans la dépréciation de l'autre le permettrait de pouvoir être meilleur, ce qui, moi, a été un objet de rébellion, et pour ma sœur, un objet de destruction. Donc, voilà, il n'y a pas de bonne manière d'être père, de toute façon, ou d'être mère. C'est-à-dire destruction de ta sœur? Ma sœur est plutôt rentrée dans une forme d'autodestruction, en essayant de prouver énormément ce qu'elle avait à prouver à mon père. Moi, dans une forme de rébellion, c'est-à-dire que je n'ai plus été dans essayer de prouver quoi que ce soit, mais essayer de crier, d'hurler, de me battre contre lui, plutôt que d'essayer de lui montrer de quoi j'étais capable. Parce que j'imagine que comme ton père, il a réussi à devenir docteur et qu'il s'est battu pour atteindre cette condition-là, il attendait pas moins de ses enfants. Ouais, c'est le travail comme vertu suprême. C'est vraiment l'esprit de l'époque. C'était vraiment l'époque, s'il fallait travailler, le travail en tant que vertu suprême, qui est très honorable et très juste, attention. Mais ça a été amené avec beaucoup de dépréciation psychologique au détriment de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il fallait nous pousser dans les bas-fonds de l'opinion qu'il pouvait avoir de nous, pour que nous, on puisse en sortir. Je pense que c'était sa vision, avec beaucoup de recul, je pense que c'était sa vision de l'éducation. C'était je vais pas l'aider à évoluer, mais je vais le déprécier au maximum pour que cette personne-là trouve peut-être là-dedans une énergie pour réussir à évoluer. Ouais. Ce qui fait que... Ça t'a construit... Ouais, ça m'a construit du coup dans la guerre. Moi, je suis rentré dans la guerre avec mes parents énormément. J'ai super mal vécu l'école, tout ça. J'étais quelqu'un qui rentrait pas du tout dans le moule. Primaire, collège? Ouais, depuis toujours. Moi, déjà, tout petit primaire, j'ai été bizuté énormément. On m'enfermait dans les toilettes. Un gars qui m'avait pris qui m'avait pris en grippe, qui m'enfermait, qui me tapait. C'était très difficile. Toute ma primaire a été très difficile. Dès que j'ai vu que j'avais le pouvoir, que j'avais quand même un pouvoir de rébellion à partir du collège, c'est là que je suis parti un peu dans tous les sens. Plus le poids de mes parents sur mes épaules, du fait qu'il fallait réussir, du fait qu'il fallait que je sois bon. Je n'y arrivais pas parce qu'en fait, je ne comprenais pas le système scolaire. Grosso modo, quand j'avais un prof d'histoire qui me racontait comment fonctionnait l'histoire de Napoléon, par exemple, je lui demandais comment lui pouvait bien savoir quelque chose qu'il n'avait pas vécu. Comment lui pouvait me parler d'un truc qui lui-même, en fait, il n'était pas présent pour pouvoir le constater. Ce qui fait que j'étais toujours pas en retard, ou surtout un pas de côté tout le temps sur tout ce que je vivais. J'arrivais pas à rentrer dans le moule. J'avais jamais réussi à rentrer dans le moule. Un rebelle, quoi. Ouais, mais c'était pas forcément volontaire pour le coup. À ce moment-là de ma vie, c'était pas volontaire, c'est que je n'arrivais pas. C'était plus fort que moi, je n'arrivais pas. Je comprenais, je trouvais ça inutile, je trouvais ça bête, je trouvais ça que ça servait à rien. J'arrivais pas à trouver ma place dans le monde scolaire. J'ai beaucoup été critiqué dans le monde scolaire, notamment par mes professeurs qui, du coup, vu que j'arrivais pas à comprendre mon positionnement ou ma façon d'interagir avec les gens ou avec lui, du coup, j'ai beaucoup été critiqué. J'ai eu beaucoup d'anecdotes extrêmement difficiles de mes profs de français, notamment, qui j'étais très mauvais. Je me rappelle un prof de français qui était extrêmement dur avec moi. J'étais très mauvais. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. J'avais du mal
je trouvais pas d'intérêt. Voilà. Encore une fois, toujours le même problème, c'est que j'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à être passionné, j'arrivais pas. Je pense que je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin de passion, toujours eu besoin d'être profondément animé par une chose pour pouvoir m'y intéresser. Je suis quelqu'un de très curieux pourtant, extrêmement, extrêmement curieux sur tout. Je suis pas religieux, je suis très agnostique, hein, du coup, je suis positionné entre les deux. Je peux pas prouver l'existence de Dieu, je peux pas prouver son inexistence, je me positionne au milieu. C'est-à-dire que je n'arrive pas à vivre avec une croyance spirituelle. Pourtant, j'espère qu'il y a autre chose, mais je n'arrive pas à vivre avec, en tout cas dans ce monde. Ce qui fait que ça ne m'empêche pas de m'intéresser profondément aux religions. Je m'intéresse profondément au judaïsme, je m'intéresse profondément à l'islam. Voilà, je m'intéresse à ça, pourtant, j'ai toujours été curieux, en fait, des choses que je comprenais pas. Depuis gamin? Ouais, depuis tout petit, j'ai toujours été très, très, très curieux. Donc, pas forcément bon à l'école? Pas forcément bon, Mais parce très qu'en fait, curieux. c'était de l'imposition. L'école, je le vivais comme une imposition. Il faut lire ce texte, il faut faire une critique de ce texte. Et donc, ce prof de français prenait mes dissertations, me les faisait écrire au tableau pour au final me dire et demander et dire à tout le monde, en gros, ne faites pas ce qu'il a fait. Voilà, mais c'est quelle l'exemple horreur! complet de ce qu'il ne faut pas faire. Quelle Ce qui fait horreur! que c'est une persécution un peu. C'est J'étais un peu une victime du système scolaire. trauma, quoi. Ouais, ouais, mais bon, après. Ouais. C'est comme ça. Enfin, c'était notre époque, c'est notre façon d'amener l'éducation. C'est plus comme aujourd'hui. On peut pas juger parce que c'était pas. Il y avait une grande transition. Moi, à mon époque, je suis né en 96, j'ai 28 ans. Il y avait quand même une grande transition entre les nouvelles générations, l'évolution de l'éducation. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. Et les anciennes générations, où c'était quand même une façon d'éduquer et d'apprendre aux élèves de manière complètement différente. Ce qui fait que je blâme pas cette façon d'éduquer des enfants, en tout cas à l'école. Ouais. Mais disons que ça a été extrêmement difficile pour moi de le subir. Voilà. Et ça s'est passé comment à l'école? T'es allé jusqu'à quoi? Non, moi j'ai quitté l'école à 16 ans. Moi j'ai Ah fait. ouais? Au collège? Ouais, j'ai fait. Lycée? Au collège? Ouais, non, j'ai redoublé 3 fois ma seconde. Ah ouais! Ouais, j'ai fait le trio gagnant. D'accord. J'ai fait le tiercé. J'ai changé 3-4 fois de collège. J'ai été viré parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif. Voilà. Je me rebellais énormément. Toujours dans le Arcachon? Arcachon, j'ai fait 2 collèges et au final, ils m'ont mis dans un lycée privé après catholique. Ça a été encore pire. Un lycée privé catholique, là, ça a été un enfer pour moi. J'ai redoublé. Enfin, j'ai fait la 3e là-bas. Après, j'ai redoublé ma seconde. J'ai fait une 2e seconde que j'ai quittée parce que c'était vraiment plus possible. Je suis parti en bac pro commerce. Alors là, je m'ennuyais comme le commerce, c'est pas du tout pour moi. Ouais. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai eu une carrière de danseur. J'étais danseur professionnel. Ouais, j'ai quitté les. Enfin, à 5 ans, j'ai commencé la danse par ma mère. Donc j'étais très très. Par ta mère? Ouais, ma mère est passionnée de danse. Donc en fait, depuis tout petit, elle m'a mis dans la danse. Donc j'étais dans la danse de l'âge de mes 5 ans. J'ai dansé, j'ai adoré, j'étais passionné par la danse, ce que j'aimais faire. Moi, j'étais quelqu'un de toujours très artiste. J'adorais la musique, j'étais très fort. En art plastique, j'étais très fort. Tu sais quoi? Désolé, je te coupe. Mais en fait, aujourd'hui, à ma femme, j'ai dit que j'allais vous interviewer et j'ai un peu décrit ton profil, tu vois, ce que tu avais fait et machin. Elle me dit, c'est un artiste, en fait. Et ben voilà, tu vois, tu viens de le dire. Ouais, j'ai un peu ce profil-là. Artiste, okay. J'ai un peu ce profil artiste, voilà. J'ai toujours été passionné par ça, dans le sens où... Combien de temps de danse, excuse-moi? Waouh, j'ai fait... je t'ai dit, 10 ans de danse, plus 15 ans au total, parce qu'après, quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé à donner des cours. J'étais formé pour donner des cours de danse. J'ai donné des cours de danse à l'âge de 16 ans, donc je commençais à gagner mon argent comme ça. Waouh. Danse quoi? C'était hip-hop dancehall, moi je faisais du hip-hop dancehall, voilà. Ouais. Donc je commençais à donner des cours à 16 ans, j'ai continué, j'ai évolué énormément, j'ai donné des cours jusqu'à Paris, je dirigeais des compagnies après, j'ai vraiment fait de grosses auditions pour Matt Pokora, tout ça, j'ai vraiment Sérieux? fait... Ouais, j'ai vraiment c'est ouf. bien évolué dans la danse jusqu'au jour où en fait, tu fais de grosses scènes, tu donnes beaucoup de cours, tu travailles énormément, c'est 70 heures de danse par semaine, c'est très physique, c'est très intense, et tu gagnes 800 € par mois, quoi. Et donc en fait, au bout d'un moment, tu te dis, la danse, je peux pas en vivre. Faut que je parte aux États-Unis pour pouvoir peut-être en vivre. Sauf que vu que tu gagnes pas d'argent, c'est un cercle vicieux, ce qui fait que tu ne peux jamais partir. J'ai commencé des petits boulots à côté. Je travaillais en boîte de nuit. J'ai commencé à travailler en boîte de nuit dans des bars. J'ai fait de la maçonnerie. J'ai ramassé des mégots Leclerc. J'ai tout fait, quoi. J'ai vraiment tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. Parce que l'école, c'était pas fait pour toi et tu savais qu'il allait pas avoir un diplôme ou je sais pas quoi qui allait... L'école, c'était pas fait pour moi. Donc moi, quand j'ai quitté l'école, j'ai quitté le domaine familial parce que ça se passait très très mal avec mes parents. Tes parents ou ton père? Avec mes parents. Avec mon père principalement, mais avec ma mère aussi qui suivait, enfin qui avait plutôt
la même vision de mon père. Et puis moi, j'étais rentré en guerre. Donc il fallait que je quitte. C'était pas possible. Je pouvais pas rester chez moi. C'est trop difficile. Donc à 16 ans, je pars de chez mes parents. Je suis dehors, je vagabonde à droite à gauche. Je dors chez des potes, des danseurs. On vit dans un espèce de squat pendant genre 2 ans. Euh, voilà, c'était vraiment le bazar. J'ai eu des moments où j'ai dormi de temps en temps, quelques fois dans la rue. C'était vraiment difficile. Ah ouais. Mais c'était impossible pour moi de revenir chez mes parents. J'étais en guerre, j'étais un anarchiste. Voilà. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me faire tatouer. C'est là où j'ai eu vraiment un besoin de différenciation, un besoin d'expression à la fois artistique, à la fois personnel et à la fois thérapeutique, parce que le tatouage était aussi un aspect très thérapeutique de ma vie. Et donc j'ai évolué comme ça, j'ai grandi, j'ai travaillé à droite à gauche. Quand j'avais une fille avec qui j'étais, je dormais chez elle, je squattais quoi. En fait, j'étais un boulet, un vrai boulet. Puis je suis tombé aussi beaucoup dans la délinquance. Ok. Beaucoup de délinquance, très mauvaise fréquentation. Voilà, c'était une phase de ma vie où voilà, j'ai volé, j'ai fait vraiment beaucoup de mal. Je me battais beaucoup. J'étais en guerre, complètement en guerre. En guerre contre une chimère un peu, mais j'étais en guerre. Ouais. Donc c'était un long passage de ma vie jusqu'à mes 20 ans environ, 19-20 ans, où là, j'ai une relation sentimentale extrêmement difficile qui me plonge assez mal. Et puis j'ai surtout le décès de mon grand-père, qui là était extrêmement difficile pour moi. Enfin, j'ai ma grand-mère qui décède. Moi, je suis parti à 16 ans, le jour du décès de ma grand-mère. Okay. C'est ce jour-là où j'ai décidé de partir. Donc la mère de ma mère. Donc du côté de ma mère, comme je disais, c'était très famille. Donc on était très très proches. Et mon grand-père était un emblème de la famille. On s'entend énormément. Moi, je suis quelqu'un de très 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 famille. On s'entend très 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 bien. On a vraiment tous très liés de ce côté-là de la famille. Côté de ta mère. Du côté de ma mère, énormément, vraiment très 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 liés. Avec mes oncles, ils sont 4. Même maintenant encore? Ouais. Même maintenant, on s'entend très 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 bien. On va souvent chez mes oncles qui habitent à Tarbes. On passe des moments géniaux. C'est des grands rigolos et méga extravertis. Ma mère aussi, donc c'est vraiment, enfin moi c'est mon havre un peu. J'aime beaucoup. Pas tout le temps. Enfin, faut pas que j'y reste trop longtemps. Parce qu'après, c'est un peu too much pour moi. Mais sinon, c'est voilà, j'aime énormément. Vraiment, c'est des gens que je porte vraiment énormément dans mon cœur. Du coup, t'as que des origines finalement d'immigrés, enfin italiens et malgaches quoi. C'est ça. Bah, après, je suis né en France. Mes parents sont nés en France aussi, hein, mais oui, mais je veux dire d'origine, italien et malgache. Voilà, c'est ça. Okay. Surtout qu'en fait, mon grand-père né à Madagascar d'une maman pied noir et d'un papa dont il n'a jamais connu ni l'identité ni l'existence parce qu'on peut-être que sa mère était peut-être la prostitution. On ne sait pas vraiment ce qu'elle faisait en fait. C'est une hypothèse que lui avait. En fait, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment qui était il n'a jamais su qui était son père, donc on ne sait pas si son père était malgache, si son père était français ou d'autres origines, ce qui fait que ça coupe l'arbre généalogique ici. Mais bon, il avait quand même une sacrée tronche de malgache, mon grand-père. Il avait un crâne très, très imposant. Enfin, il avait vraiment la tête. Donc bon, on a quand même pensé que c'était un malgache. Ça reste qu'une supposition. Et je sais plus où est-ce que j'en étais, mais voilà, donc il y a ces deux aspects de la famille, très proche de ma famille. Et mon grand-père décède, qui était l'emblème, hein, tout le monde l'aimait énormément. Et là, pour moi, c'est la descente en enfer. Grosse dépression, état clinique, pensée suicidaire. J'ai tendance à, quand je vais pas bien, à vraiment aller au fond du fond du fond. Ouais, j'ai vu que tu avais dit ça. Ouais. Des fois, ouais, tu as des moments... Enfin, t'aimes bien la tristesse, genre. Ouais, énormément. Même encore aujourd'hui. Et moi, pareil. Ouais, je suis très mélancolique, moi. Je le dis peu. Enfin, je le dis jamais. Mais j'aime bien la tristesse, quoi. Enfin, tu vois, j'aime bien mettre des musiques tristes, par exemple, et écouter et rester penser comme ça. Dans la mélancolie, la nostalgie. Ouais, je trouve qu'il en émerge quelque chose, hein. Il en émerge vraiment. Peut-être c'est là où la créativité ressort. Tu sais, Victor Hugo, il dit que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'ai besoin de me mettre dans cette phase-là. J'ai besoin. C'est là que je suis extrêmement créatif, c'est là que j'arrive à puiser de bonnes idées. J'ai besoin d'aller dans un aspect assez sombre de mon existence et de ne pas... Moi, s'il fait beau dehors, si je suis super joyeux, je peux pas écrire. C'est impossible. Je n'arrive pas. Intéressant. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, de profils comme ça. Alors si, dans les profils artistiques, il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, on met tellement une valeur suprême sur le bonheur. Il faut être heureux, il faut le bonheur et la joie comme point final de but d'une vie.
ce qui fait qu'on passe à côté de toutes ces montagnes, de tous les moments qu'on va vivre qui nous séparent de ce moment-là, peut-être qu'on ne trouvera jamais. Et donc, ce qui fait qu'on ne va pas mettre de l'intérêt sur la tristesse. C'est-à-dire que quand on est malheureux, on se demande comment être heureux. Mais quand on est heureux, on se demande rarement comment être malheureux. C'est pas instinctif, c'est pas logique. Et moi, je vais chercher cette tristesse, mais sans qu'elle soit l'objet d'un impact intense dans ma vie, sans qu'elle soit l'épicentre d'une grande souffrance. J'arrive à la faire vivre en moi tout en la tenant à distance. Ce qui fait que je peux en faire émerger une forme de créativité qui est extrêmement appréciable, en tout cas dans mon travail. Mais ça fait du bien de se sentir triste. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Bien sûr, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est vraiment difficilement. C'est difficile de pouvoir l'expliquer avec des mots, mais c'est un moment où tu planes un peu. C'est un moment où tu planes un peu entre le contentement de ce que tu peux être en train de faire et la sensation de ce que tu vas subir de par la situation, l'état dans lequel tu es. Ce qui fait que tu es toujours entre deux eaux, quoi. Ouais. Et pour aller encore plus loin, tu vois, ma mère, toujours un peu proche de la mort. Enfin, c'est très bizarre quand je dis ça, mais c'est pas loin, tu vois. Elle va aller dans les hôpitaux, aider les gens en soins palliatifs, etc. Enfin, genre, ça la nourrit, quoi. C'est trop bizarre. Ouais, je comprends. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, bref. Non, mais je peux comprendre entièrement. Moi, tu vois, c'est les questions philosophiques qui me passionnent, celles qui touchent au problème du mal, celles qui touchent au problème de la douleur, de la souffrance, celles qui vont toucher au problème de la mort. C'est un problème qui me passionne. D'ailleurs, j'écris un livre sur le sujet en ce moment. Donc, tu vois, c'est vraiment, moi, je suis profondément ancré dans des aspects un peu sombres de l'existence qui pourtant me passionnent énormément. Et tu crois que c'est le déclic, c'est le décès de ton grand-père? Enfin, le déclic. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un d'aller chercher la noirceur qu'il y a en moi. J'ai toujours été, bizarre, hein. Ouais, j'ai toujours été quelqu'un comme ça et j'ai toujours aimé les gens et les profils très torturés. J'ai toujours aimé ce genre de profil-là. Quand je vais lire des livres, je vais lire des livres avec des personnages qui sont torturés. J'aime ça. Quand je vais regarder des histoires, quand je vais regarder des films, quand je vais me plonger dans des relations humaines, j'aime me plonger dans des gens qui ont des histoires. Et je pense que ceux qui ne souffrent pas n'ont pas d'histoire. Et que l'histoire naît de cette souffrance, de cette douleur. Et que du coup, il en émerge toujours quelque chose d'extrêmement intéressant. Et j'aime aller regarder, observer cette situation-là chez les gens que je rencontre, en tout cas. Ouais. Ce qui fait que je vais énormément aimer quelqu'un de très, très, très joyeux, de très qui va amener une énergie immense dans le sens où ça va être un diffuseur de joie. J'aime ce genre de personnes-là. Et j'aime aussi les gens qui vont peut-être être un peu plus solitaires, introvertis, qui vont aussi aller s'appuyer dans la solitude, qui vont avec une forme de brèche à l'intérieur. Ouais. Parce que c'est un peu toi, quoi, au final. Peut-être que j'ai ces deux aspects de mon identité en moi complètement. Ouais. Je suis quelqu'un de super solaire en général. Je suis quelqu'un d'assez... j'ai pas de difficulté de connecter avec les gens. Je suis quelqu'un qui a... Voilà, je m'en suis toujours, toute ma vie, je me suis sorti de par la parole, de par mon langage. Hein, j'ai toujours réussi à être dans les bons contacts, connaître les bonnes personnes, de pouvoir tisser de vrais liens, ne serait-ce qu'en amitié ou que ce soit avec des gens que je connaissais pas forcément. J'ai jamais eu de problème avec ça. Et d'un autre côté, je sens plus le temps passe, plus j'ai besoin d'être seul profondément, de me retrouver dans une forme de solitude de temps en temps. Ça me ressource aussi beaucoup. Donc, il y a différents moments de ma vie où j'ai besoin de plus de l'un et moins de l'autre, et vice-versa. Ouais. Moi, j'aime trop être seul. Mais bon. Honnêtement, je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Et du coup, donc de toute cette période-là difficile, comment tu fais pour un peu t'en sortir finalement, relever la tête, prendre une nouvelle direction dans ta vie? Tu vois, quand tu disais que tu étais délinquant, ouais. Moi aussi, je l'ai été pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui t'a fait shifter pour réussir à sortir de ça? J'ai jamais eu un mauvais fond. J'ai jamais eu un mauvais fond. J'ai jamais été quelqu'un qui voulait la souffrance des gens. J'ai jamais été quelqu'un... Ouais. Je sais pertinemment que malgré tout le mal que j'ai pu faire, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait profondément détruire les autres. J'ai toujours eu cette optique de bien pour moi. C'est-à-dire que j'étais dans l'ignorance. Tu sais, Platon, il dit cette phrase, il dit « Nul n'est méchant volontairement. Le mal, en gros, naît de l'ignorance. » C'est-à-dire que vu que tu ne connais pas ce qui est bien et ce qui est mal, c'est par ignorance que tu fais du mal. Et moi, c'était vraiment par ignorance. C'est-à-dire que je pensais que ce que je faisais était bien sans prendre en compte tous les autres aspects qui, en réalité, allaient amener une forme de jugement moral en me disant que, au
au final, ce que je pense être bien est plus dans une optique négative pour les gens plutôt qu'une optique de pouvoir les aider ou autre. Ce qui fait que c'est cette ignorance constante qui m'a amené dans un mal et dans un mal profond et mal-être personnel et, grande souffrance aussi que j'ai pu provoquer chez les gens. Donc, c'était vraiment par ignorance. J'essaie pas de me déculpabiliser en disant ça ou de me dédouaner, hein, pas du tout, mais je pense honnêtement que je n'ai jamais vraiment voulu volontairement le mal de quelqu'un ou vouloir faire du mal. C'était toujours soit pour mon bien personnel, donc profondément égoïste, soit pour ce que je pensais être bien, en tout cas. Mais c'est vrai, enfin, c'est de l'ignorance parce que finalement, quand tu es dans des environnements comme ça où tu fais que des conneries, parce que les gens autour de toi sont comme ça et tu vois pas qu'ailleurs, enfin, tu vois pas de porte de sortie, tu vois pas que tu peux faire quelque chose de meilleur en fait. Donc, Bien sûr, et puis tu sais, quand tu es dans les quartiers, moi je suis ouais, dans certains quartiers ouais, à pareil. Bordeaux, Ouais. j'étais le seul blanc, et puis tu sais, le petit blanc, il faut aussi qu'il montre qu'il est capable de faire des choses, donc du coup, il rentre Ouais, dans un espèce de moule. Alors totalement. attention, hein, je dis pas qu'il y a que des personnes de couleur qui sont dans les quartiers, c'est pas du tout vrai, et que c'est pas tous des délinquants, parce que c'est justement eux qui sont restés des amis à moi très très proches, qui m'ont fait sortir en grande partie de cet aspect dans lequel je pouvais rentrer de délinquance. C'est complètement eux qui, eux, avaient décidé de prendre des chemins complètement honorables et de très bons, où ils avaient vraiment envie de s'en sortir. Mm. Et ça a été des exemples pour moi. Ouais. Ce qui fait que c'était moi, uniquement moi et mon besoin personnel de vouloir prouver que moi aussi je pouvais être quelqu'un. Je suis pas né dans les quartiers. Et à un moment donné, vu que j'y suis arrivé, il a fallu que je prouve que j'étais né ici sans l'être. Je me donnais l'illusion un peu, tu vois. Ouais, Donc ouais, du coup, ouais. il fallait que je montre aux gens que j'étais quelqu'un qui pouvait pas me laisser faire, que moi aussi, je pouvais faire des conneries. Voilà. Ouais, ouais. Et Non, ouais. je m'inventais complètement une histoire qui ne tenait pas du tout la route, alors que j'étais entouré de personnes qui voulaient s'en sortir et qui me disaient que ce que je faisais, c'était pas bien. Ouais. Donc tu vois, c'était très paradoxal. J'étais le propre délinquant de mon existence, quoi. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein, je détruisais mes murs, quoi. Hein. Mm. C'est ça. Et oui, du coup, tu disais, excuse-moi, le décès de ton grand-père, donc dépression clinique, ça voulait Ouais, dire quoi ça? dépression, état clinique extrêmement difficile, pensée suicidaire, ça a duré des mois et des mois, c'était très, très, très difficile. Plongé dans les abysses complètes de ma vie, là, c'était vraiment un événement difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon grand-père est décédé et la personne avec qui j'étais m'a fait comprendre, je lui jette pas la faute dessus, mais en tout cas, moi, j'ai interprété cette histoire-là comme étant c'était de ma faute. Mon grand-père était décédé à cause de moi. Ce qui fait que Wow. plus le mal que j'ai fait auparavant en tant que, témoin de la souffrance, a fait que me faire rentrer dans une immense culpabilité. Ah oui. Une immense culpabilité. Ce qui fait que j'avais besoin de me faire souffrir pour payer du mal que j'avais fait. Et donc là, on rentre dans une forme de schéma où il faut que je me fasse payer du mal que j'ai fait, donc il faut que je sois tout le temps en train de souffrir. Et ainsi de suite. Et dès que j'étais un peu joyeux, boum, il fallait que je retombe dedans. Ah J'avais ouais. pris cette juste distance entre la tristesse et la souffrance comme étant une zone de banalité. Il fallait que je vive dans la banalité, la médiocrité de cette souffrance. Putain, c'est intéressant ça, ce que tu viens de dire. En fait, je l'avais apprivoisé comme étant comme étant normal. La souffrance étant normale, tout ce qui ne l'était pas n'était pas censé exister. Si le bonheur est normal et que la tristesse est anormale, en l'occurrence pour moi c'était l'aspect inverse, ce qui fait que tout ce qui était bon pour moi devait être à fuir, tout autant que tout ce qui est mauvais aujourd'hui, on essaie de le fuir. Et ben, c'est exactement la même chose dans le sens opposé. Non, mais ce que tu as dit, que parce que tu pensais que c'était ta faute que tu avais fait souffrir, enfin que ton grand-père était décédé, tu te faisais souffrir pour te faire payer ça, en fait. Ouais, complètement. Et je me dis, enfin, ça me parle parce que j'ai l'impression que ma mère, elle est un peu comme ça. Mais tu vois, c'est là où peut-être on se dit que j'ai pas forcément un mauvais fond, parce que si j'étais indifférent Clairement, à ça, j'aurais pas voulu me faire payer quoi que ce soit. clairement. Et là, c'était qu'il y avait un juge intérieur qui me disait qu'il faut que tu payes du mal que tu as Ouais, fait. ouais. Il est mort à cause de toi, donc il faut que tu fasses mourir une part de toi. Et j'allais chercher cette souffrance intérieure, comme si il fallait vraiment que je tue une grande partie de moi dans ce voyage. Mais comment ton grand-père aurait pu décider à cause de toi? Si Tu sais, en plus, t'es un jeune, enfin, t'étais jeune. à ce moment-là, c'est pas. Surtout que moi, j'étais absolument pour rien dans cette histoire. Hein. Mon grand-père était très malade, hein, donc c'était pas du tout en Oui. rapport avec moi. C'est juste que c'était dans mes convictions, en fait. J'étais profondément convaincu qu'il était mort à cause de moi. Et c'est pas tant qu'il était mort à cause de moi, mais c'est que j'en avais la conviction. Et donc, du coup, vu que cette conviction devenait une valeur, devenait un leitmotiv, en gros, on va dire,
et ben, cette façon de vivre m'emmenait forcément dans une répétition de vouloir me faire souffrir pour... C'est une forme de catharsis, tu sais. C'est une forme de purge de soi, de se dire, je vais me faire souffrir pour me purger du mal que j'ai accumulé, qui en fait naît de moi. Et c'est pour ça aussi le tatouage a été énormément un catharsis pour moi. Une On a catharsis. partout là. Ouais, j'en ai beaucoup. Ce qui fait que chaque tatouage était l'ombre d'une souffrance et aussi l'expression d'un art, d'où peut-être ce fait que j'ai besoin de rentrer dans cet état-là aujourd'hui pour pouvoir créer des écrits qui me plaisent, qui me passionnent, même si c'est rare que j'écrive des choses qui me plaisent, mais en tout cas, si j'y arrive ou quand j'y arrive, je suis dans cet état-là, en tout cas. Donc, c'était vraiment inscrire sur mon corps des événements de ma vie extrêmement symboliques. Tout ce que j'ai est extrêmement symbolique et important pour moi. Pour justement, en fait, me sortir en même temps de la souffrance que j'étais en train de vivre. En fait, il fallait que je souffre pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir mieux me replonger dans une nouvelle souffrance. Et tout ça, les tatouages, ça a commencé au Costa Rica ou pas du tout? Non, pas J'ai du mal lu tout. Ça a l'histoire. commencé à 14 ans. Le premier tatouage que j'ai fait, Ah c'était à ouais. 14 ans. Ah ouais, c'est très tôt. Ouais, 14 ans. Ah ouais. Premier tatouage. Ma mère m'avait amené chez une copine à elle, elle était d'accord. Mon père, pas du tout, mais elle était d'accord. Et puis après, j'ai trouvé une forme d'expression artistique là-dedans, et une grande forme de différenciation. Pour moi, être tatoué, c'était aussi le moyen de pouvoir ne pas être comme les autres, ne pas être l'autre. Et donc, du coup, ça a été le moyen de me différencier, de trouver mon identité, le moyen d'exprimer mon art, et le moyen aussi de pouvoir à la fois me sentir mieux et aussi vraiment trouver une forme de place. Même si ça cache une grande névrose, hein. Ça a caché en tout cas une grande névrose, ça a caché une grande souffrance, ça a caché un grand mal-être, un homme complètement perdu. Donc, ça cache quelque chose d'autre derrière, quoi. Je veux dire, ça n'a pas été les seules raisons. Et du coup, alors, ton parcours, que je comprenne. Donc oui, j'ai eu le décès de mon grand-père avec cette situation-là. Je m'en sors. Je décide de voyager. Alors moi, je m'en sors notamment à travers la connaissance. C'est la connaissance qui m'a permis de vouloir m'en sortir, la compréhension de nos processus psychiques, la compréhension d'une forme de psychologie, de comment est-ce qu'on fonctionnait. Là, une passion complètement est née de cette souffrance-là. Et là, je suis complètement devenu passionné par la psychologie, par notre compréhension de comment est-ce que notre esprit fonctionne quand on est en rapport avec le monde. Forcément, la philosophie entre en jeu et ainsi de suite. Et là, naît une suite de passions pour toute la découverte de la psychologie profonde de l'homme, de comment est-ce que nous fonctionnons, quel est notre rapport au monde, des questions éthiques, des questions morales, des questions aussi métaphysiques. Beaucoup de spiritualité à ce moment-là qui m'a aidé. J'ai eu énormément de foi. Un ami à moi qui était très spirituel m'a dirigé vers la spiritualité. Ce qui m'a permis de m'en sortir de cette grande dépression, c'est la spiritualité. Okay. À partir de là, j'ai fait des pèlerinages à Lourdes, j'ai voyagé dans le monde entier à la découverte de culture, j'ai vécu dans des tribus en Amérique latine. Voilà, je suis vraiment parti à la découverte de ce monde spirituel. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement obsessif, il a fallu que j'aille chercher toujours en profondeur. Moi, je suis comme ça. C'est quand je veux avoir un truc, je découvre un truc, il faut vraiment que j'aille le poncer au maximum, quoi. Voilà, le plus possible. Ce qui fait que je me suis intéressé à ça, à énormément de spiritualité. Donc vraiment, j'ai voyagé, j'ai découvert. Et ça a été pour moi le moyen de pouvoir aller mieux. Au départ, donc les croyances métaphysiques, et après la philosophie est arrivée en jeu, et là ça m'a fait perdre la foi, chemin inverse. Je suis revenu, j'ai perdu la foi à la suite de ma rencontre avec la philosophie, et donc là le processus a été de déconstruction, donc extrêmement difficile, extrêmement dur de bâtir une vie autour de croyances spirituelles, une foi que je pensais être inébranlable, hein, attention, hein, c'était vraiment énorme, je croyais profondément, une croyance vraiment ancrée en moi. Et en fait, le jour où j'ai apprivoisé le doute que m'a fait naître la philosophie, ma vie a basculé dans un aspect où je n'arrivais plus à me raccrocher à rien. Je vivais à tâtons, en fait. Je n'arrivais plus à me raccrocher à une croyance, ce qui fait que tout se déconstruisait et tout naissait d'un rien, que j'essayais de m'accrocher à un rien, et en même temps tout tombait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de croyances ancrées dans lesquelles je base ma vie. Et je suis quelqu'un qui prend le doute, non pas comme un doute cartésien de Descartes, comme une valeur suprême ou comme une méthode, mais le doute comme un objet philosophique qui me permet de pouvoir douter des évidences jusqu'à ce que ce doute devienne une évidence, quoi. Donc du coup, tu es plus spirituel? Non, pas du tout. Alors que tu l'as été? Oui, complètement. Et ça t'a sauvé? La spiritualité m'a permis de mettre du sens à mon existence, au moment où j'en avais besoin, de trouver le sens. La philosophie m'a fait perdre le sens que je pensais avoir trouvé pour pouvoir créer mon propre sens. Waouh, ok, c'est profond. Ouais.
En gros, je pensais que le sens était dans l'existence jusqu'au jour où j'ai compris que le sens était quelque chose qui pouvait être créé de l'existence. On va dire que c'est quelque chose qui émane et non pas quelque chose qui descend. Mais du coup, ce qui est hallucinant, c'est que comment tu as fait, toi, en tant que gamin délinquant, à être perdu dans ta vie, à avoir arrêté l'école, à être curieux comme ça et t'intéresser à Tu sais, la peut-être que si j'étais littérature, tombé la philosophie, la spiritualité. Enfin, tu vois, à la spiritualité, moi, ça m'aurait jamais traversé l'esprit, quoi. je- À, ouais, je vois à ce que ton tu veux âge, dire. t'avais bon, tu 20 ans, une vingtaine d'années, quoi. dans la 20 ans, vingtaine. ouais. Ok, Entre donc c'est ouf, 19 et 22 ans. si jeune de, tu vois, de réfléchir comme ça et je sais pas, de développer une autre forme d'intelligence que, vu que tu as abandonné l'école, bah, tu as quand même réussi à trouver une autre voie et t'es pas tombé, tu vois, dans le... Ou peut-être que c'est ma médiocrité qui m'a fait aimer ça, en réalité. Peut-être que c'est pas forcément un désir d'intelligence, mais peut-être que c'est parce que je me trouvais tellement mauvais que d'avoir de la connaissance permettait de pouvoir m'être enrobé d'un joli paquet sur une grosse merde, quoi. Une Tu sorte vois, de grosso revanche. modo. Ouais. Donc, pas forcément une forme de revanche, mais disons que je n'ai aujourd'hui, en tout cas, et à l'époque, j'avais peut-être un but de la spiritualité. Ça a été un but de trouver le sens de l'existence. Jusqu'au jour où je pensais l'avoir trouvé, l'illusion de connaissance. Je pensais l'avoir trouvé. Et donc, je vivais à travers ce pseudo-sens que je pensais avoir trouvé. Quand je parle de spiritualité, je parle vraiment de croyances métaphysiques, supérieures, dogmatiques, pas religieuses, mais dogmatiques. Et cette destruction de la spiritualité m'a fait rentrer du coup dans un aspect plus existentiel de ma vie. Je vivais plus avec une croyance que c'était, tu sais, cette grande phrase de Sartre qui dit que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que d'abord j'existe et ensuite je mets du mouvement à mon existence et je deviens quelque chose. Et je ne suis pas d'abord dans l'essence, donc je ne suis pas créé pour quelque chose qui va s'incarner et devoir exprimer cette chose dans laquelle j'ai été créé. Moi, j'étais spirituel. Je pensais avoir été créé pour quelque chose et qu'il fallait que je trouve cette chose-là pour laquelle j'ai été créé. Et aujourd'hui, je pense l'inverse. C'est-à-dire que je n'ai pas été créé pour quelque chose. Je pense que je n'ai pas été créé du tout, que je suis là et que je peux me mettre mon existence en mouvement, grosso modo. Ça, c'est vraiment une idée qui a déconstruit toute ma vie, parce que du coup, c'est deux opposés qui s'affrontent. Clairement. Et du coup, il y a eu un grand changement de ma façon d'appréhender le monde, de ma façon de vivre. L'incompréhension, je me suis senti seul, mais d'une solitude extrême. Je me suis senti excessivement seul. Vraiment très, très seul. Ça a été très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Quand tu as découvert la philo, tu veux dire? Ouais. Quand je me suis passionné de philo, ça a été très difficile. Et ensuite, là, les textes littéraires, je me suis plongé dedans. Peut-être un réconfort. Peut-être, ouais. Parce qu'il faut le faire quand même. Enfin, tu sais, je reprends toujours mon exemple, mais la philo, quoi, c'est compliqué. Enfin, moi, je me suis toujours considéré comme pas un très bon élève, tu vois. Enfin, ma famille, mon entourage, tout le monde, et très mauvaise culture générale. Et je me suis toujours, j'ai toujours considéré ma famille et moi-même comme des personnes pas intelligentes, tu vois. Et du coup, tu viens de me dire que tu as réussi à partir vers de la philosophie. Je me dis, waouh, c'est... Ouais, c'est la passion. Vraiment, c'est la passion. C'est Flaubert. C'est de la passion ou c'est parce que justement, tu avais un manque à l'école? Enfin, tu n'as pas réussi à l'école, du coup, tu dis, je vais prouver que je peux apprendre des trucs de gens intelligents. Non, je n'étais pas du tout dans une phase de prouver. Non, pas du tout. En fait, mais même prouver qu'à toi-même, tu vois. Ouais. En fait, j'adorais faire ce que je faisais, c'est tout. Ce que je faisais était à la fois mon moyen et mon but. J'avais pas d'objectif à travers ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais pas de la littérature pour quelque chose ou de la philosophie pour quelque chose. C'était parce que j'adorais ça. C'était, voilà. C'est pas pour guérir des blessures du passé parce que t'as pas réussi à l'école, quoi. Non. Rien à voir. Non. Ah, ok. Non. Okay. Ouais, même aujourd'hui, quand je lis la littérature, quand je fais de la philosophie, que je fais quotidiennement, c'est vraiment mon boulot. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je pourrais pas vivre. Je pense que c'est la philosophie qui me fait. Je pense que je n'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi. Je pense que je suis rentré dedans et que c'est ce qui me fait. C'est ce qui me fait complètement. Et en même temps, c'est ce que je pratique, ce que j'essaye, du moins, de pratiquer très, voilà, avec beaucoup de recul, tu vois, parce que je sais que je n'ai pas. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que. Faut comprendre déjà. Ouais, bon, déjà, j'ai compris, mais j'étais très curieux. Et pour moi, c'était évident, quoi. Quand j'ai découvert Nietzsche, quand j'ai découvert Spinoza, quand j'ai découvert les stoïciens, voilà, c'était évident, en fait. Ça a été très facile, pas très facile de comprendre, attention, ça demande un exercice intellectuel, mais c'était
très facile de me plonger dedans parce que j'étais profondément passionné. C'était un Ok. truc qui m'a profondément passionné. Ok. Complètement passionné. Ce qui fait que j'ai eu des rencontres, des coups de cœur philosophiques avec des auteurs. Entre-temps, je me suis réconcilié avec ma famille. Je m'entendais très bien avec ma mère, très bien avec mon père. J'avais pu dire tout ce que j'avais à dire à mon père. Donc, on avait tissé une très belle Ah, relation. c'est bien ça. Ouais. Ok. Ma mère, excellente relation, s'entendait très bien. Il y a eu une phase où ils m'ont complètement pardonné. Je les avais volés. Je les avais ramené les huissiers à la maison. Enfin, moi, j'ai fait vraiment un truc de fou. Hein. Ils m'ont pardonné de tout. Un amour extrême. Et en fait, j'ai tissé une excellente relation à partir du moment où j'ai décidé d'aller dans ce milieu-là. J'ai vraiment, vraiment énormément tissé de liens avec eux. J'étais très, 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 très proche. Je m'entendais excessivement bien. Ok. Ce qui fait que super. Tu t'es guéri d'abord, et puis ensuite, ça t'a permis d'avoir une meilleure relation saine avec tes parents. Ouais, je sais pas si j'étais. Je pense pas que je suis guéri. Je pense que je serai jamais guéri. Mais c'est pas très grave, honnêtement. Je cherche pas forcément la guérison, mais je pense que. Alors, ça peut paraître bizarre vu que j'ai appelé mon livre Guérir l'impossible. En réalité, si j'ai appelé mon premier livre comme ça, c'est parce que moi, j'ai perdu la vue d'un œil à 13 ans. À 13 ans, j'ai fait une phlébite qui m'a fait perdre la vue d'un œil. Et tout le monde me disait que c'est impossible de retrouver son œil, parce qu'ils avaient jamais vu ça à mon âge. J'étais l'objet d'études qui ont été faites à Paris. Ah ouais? Ouais, ils avaient jamais vu ça. Il y avait que très, très, très peu de cas, à mon âge en tout cas. Ce qui fait qu'ils n'ont même pas réussi à trouver la cause exacte de pourquoi est-ce que j'avais fait cette phlébite-là, de pourquoi ils me disaient que c'était peut-être le sang trop pâteux, donc du coup qu'il fallait que je boive plus parce que j'avais pas un sang très liquide, donc il fallait que je prenne du cardégique pendant longtemps, de longues années qui s'en sont suivies. Et j'ai retrouvé la vue. J'ai toujours un voile sur mon œil gauche, attention, mais j'ai retrouvé la vue complètement, ce qui fait que je peux quand même très bien voir et ça m'a aidé. Donc en fait, j'ai guéri quelque chose qui paraissait impossible et donc ce qui m'intéressait, c'était la notion d'impossibilité, la notion de possible, d'impossible. Ouais, ouais. D'où ce titre-là, c'était guérir la notion d'impossibilité, plus que guérir quelque chose qui est impossible. Tu vois. Et c'était plutôt la notion, parce que pour le coup, moi, j'ai réussi à revoir là où tout le monde me disait que j'allais plus jamais revoir. Donc, bon. C'était une expérience que j'avais envie de décrire à travers cette partie-là, en tout cas. Donc, du coup, pour en revenir à la suite de ma vie, je grandis. Bon, j'ai fait beaucoup de choses entre-temps, on passe beaucoup d'étapes, hein, mais je suis devenu tatoueur, je me suis formé, j'avais vraiment envie de tatouer, j'adorais ça. J'étais tatoué des joueurs de l'équipe de France, hein, de foot, donc après, j'en ai venu à avoir quand même... j'ai toujours, en fait, c'est dingue, je me suis rendu compte que dès que j'étais passionné dans quelque chose, il fallait que je devienne le meilleur dans ce truc-là, il fallait que que j'aille au bout du truc, toujours. C'est ouf. Grande détermination pour ça, ouais, immense. Ce qui fait que la philosophie n'a pas de but. Ouais. Donc c'est illimité. Ouais, J'ai pas d'objectif d'être meilleur, toujours meilleur que moi-même à la limite, mais je n'ai pas d'objectif d'être meilleur qu'un autre, parce que c'est toujours différent. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. Combien de temps t'as été tatoueur? Ah, t'as commencé comment? Comment ça s'est passé pour J'ai toujours été passionné de tatouage, donc j'ai commencé assez tôt. J'avais une vingtaine d'années aussi, donc pareil, entre 20 et 25 ans. Là, je me lance dans le tatouage, je fais vraiment du tatouage à fond. Et c'était vraiment top, quoi. J'adorais pouvoir dessiner, j'adorais ça. Tu sais dessiner du coup? Je savais pas du tout dessiner, j'ai appris. Et j'ai appris à dessiner. Je m'en suis bien sorti. Je faisais du réalisme après, donc je dessinais quand même pas mal. Non, j'ai adoré. J'ai développé mon propre style. Non, franchement, mon studio cartonnait super bien. J'ai gagné super bien ma vie. Ouais, franchement, c'était génial. Hein. Franchement, j'avais rien à dire. Puis après, j'en avais marre. J'ai tout quitté du jour au lendemain. Comme ça. Ouais. Avec ma rencontre avec Solène, ah oui. qui vivait à Bali, et qui me dit vas-y, moi je vais repartir dans tous les cas. Moi, j'avais envie de quitter parce que j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait. En fait, je me rendais compte que dans mes séances de tatouage, les gens venaient et faisaient une thérapie, quoi, en fait. Les gens venaient me parler de leurs problèmes, parler de leur vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais plus que le tatouage. T'aimais parler aux gens? Ouais. T'aimes parler aux gens? Ouais, j'aime parler aux gens. J'aime réfléchir sur leurs conditions, j'aime réfléchir sur leur rapport au monde. Très curieux, en fait. Très curieux de, tiens, pourquoi cette personne-là elle pense ça? Pourquoi cette personne-là a cette idée-là? Qu'est-ce qui naît de son idée? Tu vois, j'ai toujours été passionné par ça, en fait. Okay. Donc, tu as eu la période de danseur, genre ultra professionnel, quand même. Voilà, c'est ça, ouais. Après la période tatoueur. C'est ça. Entre les deux, une période de latence où j'ai fait plein de petits boulots pour essayer de m'en sortir. Ok. Et la délinquance, c'était où? Dans cette latence entre les deux. Ouais, dans cette latence entre les deux. Tu es devenu tatoueur. C'est quand que tu pars au Costa Rica, en Amérique latine pour, Oh là là, je suis mauvais. Entre 20 et 25 ans. Je suis vraiment... C'était dans cette période tatoueur. Ouais, c'était dans cette période-là. Donc, tu avais déjà quand même un travail de tatoueur. Enfin, tu étais déjà tatoueur. J'étais en construction de ce travail-là. Okay. Ouais. Et ça aussi, le voyage en Amérique latine, c'était pour pousser à l'extrême? Non, pas du tout. C'était en découverte et je suis resté très longtemps. Au final, je restais très longtemps, 6-7 mois. Ouais. Mais non, c'était plutôt en découverte. J'ai beaucoup voyagé. J'ai toujours adoré le mouvement. J'ai toujours adoré le mouvement, le voyage,
une belle façon de fuir, je trouve. C'était une très belle façon de fuir. Beaucoup fui dans le voyage, je me suis beaucoup découvert, je me suis beaucoup retrouvé. J'aime beaucoup voyager. C'est un truc qui fait partie de ma vie. J'aime beaucoup me donner des challenges. Rencontrer les gens, les Rencontrer les gens, les cultures, ouais. apprendre, tout ça. Ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'aime profondément. Profondément. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est en tout cas encore aujourd'hui, c'est vraiment notre fonctionnement. Pas tant un fonctionnement psychique, psychanalytique, tout ça, mais plutôt notre fonctionnement à travers les questions que peut ressortir de nos dilemmes, de nos confrontations internes, de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous et qui sont constantes confrontations, constants dilemmes et qui créent des comportements qui émergent de ça. Tu vois, Baudelaire pense qu'on peut faire naître la beauté de la souffrance et du malheur. Peut-être qu'il peut y avoir une forme de beauté, ça j'en suis assez convaincu. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'elle naît, tu vois. Comment est-ce que vont naître nos souvenirs, quel est notre rapport au manque que je vis complètement en ce moment, tu vois. Donc, que notre rapport à la mort, notre rapport à tous ces trucs-là qui me passionnent profondément. Et je pense que c'était toute cette histoire de ma vie avec beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de vies différentes en réalité en pas beaucoup de temps parce que j'ai 28 ans. Donc j'ai vécu beaucoup d'expériences, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu à Toulouse, j'ai vécu à Osgore, j'ai vécu un peu partout à Bordeaux, j'ai bougé à quelques endroits. C'était très bien, très dur, très bien. Je pense que je me serais jamais remis d'une enfance heureuse. Je pense. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est une phrase que dit Sartre à Merleau-Ponty. Il dit Sartre avait tendance à se réconcilier avec les gens lorsqu'ils étaient morts. C'est plus facile. Moi, il n'y a pas la difficulté de la réponse, quoi. Il a dit à la mort de Merleau-Ponty, il ne s'était jamais remis d'une enfance heureuse. C'est-à-dire qu'il était tellement pas armé pour la vie, tellement pas armé pour ce que pouvait être l'existence, ce qui fait que c'était toujours très difficile. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est là que je pense que mon père a complètement réussi ce qu'il voulait faire. Complètement. Lorsqu'il nous a traités de manière assez dure, psychologiquement, à nous descendre pendant toute mon enfance, ça a fait de moi aujourd'hui une personne qui peut être capable de supporter beaucoup de souffrance. Et en fait, je me rends compte en ce moment, j'ai perdu mon meilleur ami en janvier, je perds mon père il y a 3 semaines. Donc, je me rends compte en ce moment que sans ça, je serais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et je pense que c'est cette force qu'il a créée en nous qui fait que justement, je peux tenir vraiment bien le coup. Et en même temps, trouver mon juste équilibre avec mes souffrances pour pouvoir en émerger des écrits, pouvoir en faire mon art, quoi. Tu gères ça comment, du coup, un décès? Je gère pas. C'est chaud. Ouais, je gère pas. Honnêtement, je gère pas. Enfin, tu sais ce que c'est que de perdre son papa. Je gère pas. Moi, j'avais une relation. Mon père était alcoolique. Je l'ai toujours un peu écarté de ma vie dans le sens où c'était quelqu'un de très toxique, tu vois, enfin, assez mauvais, tu vois. Mais au final, quand il est parti, c'était tellement dur. Ah ouais. Je me dis, putain, ouais, ça reste ton père, quoi. Ouais, c'était super chaud. Ouais, c'est clair. Je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre parce que tu vois, moi, c'est pareil, j'ai eu une relation très difficile. Ça fait 5 ans que je m'entendais très bien avec mon père. Excessivement bien avec mon père. Ça, c'est bien. Déjà, vous avez réussi Ouais, à bien créer, sûr. tu vois, il n'est pas parti dans une relation conflictuelle, Non, tu vois. pas du tout. Surtout qu'il s'occupait très bien de ma fille. Il s'occupait très bien. C'est comme s'il avait loupé son rôle de père et qu'il avait réussi son rôle de grand-père à la perfection. Il s'en occupait, il l'aimait énormément, il mettait sur un pédestal. C'était vraiment un très bon grand-père. Très bon grand-père. Et le truc, c'est que donc du coup, il y a eu beaucoup de choses. Enfin voilà, c'est... Ouais, la mort d'un père, c'est pas facile. D'un proche, quoi. Ouais, d'un proche. Déjà, Seb, en début d'année, mon meilleur ami, c'était que Seb, très compliqué parce qu'il a 43 ans, arrêt cardiaque pendant la nuit. Enfin voilà, c'est un truc, tu te dis, ça tombe sur le coin de la tête, ça a été horrible. Et là, mon père, 7 minutes, quoi. Infarctus, en 7 minutes, c'était terminé. Donc, ça fait 2 gros chocs qui font que l'année dernière, je signe un livre sur le thème de la mort. Et là, je suis confronté depuis janvier à 2 grosses tragédies qui font que pour la première fois, j'arrive à vraiment sortir quelque chose de mes écrits. J'ai vraiment l'impression que là, lorsque j'écris ce livre, j'arrive vraiment à extraire une part de moi et en même temps à essayer de me plonger dans une réflexion philosophique autour de la mort qui me passionne, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis toujours, et qui me touche de très près, tout en la tenant à distance. Donc c'est vraiment une phase qui est compliquée, que je vis plutôt pas trop mal. J'ai des moments de très haut,
des moments très, 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 très bas. Mais l'écriture, la littérature, la philo m'aident vraiment énormément à tenir le coup. Me plonger dans un livre des gens qui ont vécu sur la mort. Je lisais Delphine Horviller qui a fait un livre sur la mort. C'est une rabbine, donc de manière judaïque, avec le judaïsme hébraïque. Je me plonge dans Paul Auster, qui parle de la mort de son père. Je me pose dans Joyce Auster, qui fait un super livre sur la mort de son mari. Et donc, du coup, d'aller chercher des bouquins autour de la mort, dans la littérature, ça m'aide énormément. En fait, la petite histoire assez dingue, c'est que mon meilleur ami, Mathias, m'appelle, enfin le 30, c'est le décès de mon père le 30 avril, et le soir, donc moi j'appelle Mathias parce que je suis pas bien, et il est philosophe, et je sais que ce qu'il va me dire, ça va énormément. Il connaît ma sensibilité pour les textes, tout ça, donc je sais qu'il va être de bons conseils. Je passe 1 heure au téléphone avec lui, il me conseille de lire L'invention de la solitude de Paul Auster. Et c'est un livre où il parle à la fois de la mémoire et à la fois de la mort de son père, et donc de sa relation à son père. Ce que j'aime énormément chez Paul Auster, c'est que il n'est pas dans le pathos où il va parler que de ses émotions, que de ses ressentis, que de tout ça, mais qu'il arrive à la fois à exprimer quelque chose qu'on va ressentir de manière excessivement forte, tout en gardant une distance qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose de pathétique. Ça peut vite tourner au pathétique. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Et c'est magnifique texte. Il me dit, il faut que tu lises ça. Le lendemain, le 1er, Paul Auster décède. Donc déjà, je me dis, putain, on n'en a jamais parlé. Mon père décède la veille. Aujourd'hui, il décède Paul Auster. Et tu me parles de ce livre. C'est simple, j'ai acheté ce livre. J'ai lu la première page. J'ai pris une immense claque. Une immense claque sur ce que je vivais. Juste la première page, une immense claque sur ce que je vivais. C'était la traduction exacte de la mort de mon père. Et exactement ce que je vivais. Et à l'intérieur, il dit... nous nous trouvons si près de l'invisible frontière entre la vie et la mort que nous ne savons plus de quel côté nous nous trouvons. Et en fait, quand on perd quelqu'un, c'est exactement ça. On est face à cette invisible frontière qu'on ne sait plus si nous sommes un mort qui essayons de vivre, si on est un vivant qui sommes confrontés à la mort, si on laisse mourir une part de nous pour faire rentrer la part du mort dans le vivant, que du coup, il y a toujours cette invisible frontière entre la vie et la mort, qui était complètement juste. Je lis le livre, et en fait, c'est exactement la même relation que j'ai vécue avec mon père. C'est exactement... Son père est mort au même âge que le mien, 67 ans. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de similitudes qui m'ont énormément touché, énormément impacté. J'avais l'impression de lire mon livre, quoi. Comme si j'avais pu écrire ce livre-là. Pas avec cette beauté littéraire de Paul Auster, attention. Mais dans l'histoire, c'était vraiment très, 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 très proche. Ce qui fait que j'ai pris... C'était pour moi une bouffée d'oxygène, en fait. Une énorme bouffée d'oxygène qui m'a permis de me dire, OK, il a vécu ça. Et en fait, de le vivre, ça m'a consolé. De le vivre à travers les yeux d'un autre. Mon histoire, comme si j'étais l'autre. Ça m'a permis de vivre par procuration et de me donner une grande bouffée d'oxygène. Ça m'a beaucoup aidé, énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce moment, je lis beaucoup de livres sur le thème de la mort. Des écrits littéraires, des gens qui ont perdu, rapport au deuil, tout ça. Et ça m'aide considérablement. Sans chercher des conseils où quelqu'un me dise comment je dois vivre. Tu sais, le développement personnel, on te dit souvent comment est-ce que tu dois vivre. On te donne des conseils pour vivre. Moi, j'ai pas cette vanité de penser que mes conseils sont les bons. Je sais qu'à travers l'histoire d'un autre, ou à travers peut-être mon histoire, certaines personnes vont peut-être trouver une forme de consolation, de compréhension, sans forcément dire c'est ça qu'il faut faire. Plutôt en disant, voilà, il y a ça. Il y a cette réflexion-là qui s'amène à moi, que par exemple, ce qui ne meurt pas ne vit pas. Voilà, c'est une réflexion qui est énorme. Ce qui ne meurt pas ne vit pas. Si on vivait éternellement, rien ne vivrait réellement. Et donc, rentrer dans des réflexions comme ça m'aide à mieux comprendre mon rapport à la mort et à la fois à la tenir près de moi et à la garder excessivement loin. Et faire le deuil. Plus facilement Je sais pas si j'ai envie de faire le deuil, tu vois. Je pense que si je devais faire le deuil, ce serait de pouvoir vivre avec la mémoire. Vivre avec, tu sais, je pense qu'on peut faire revivre les morts à travers la mémoire qu'on en a, à travers les souvenirs, à travers les mouvements, à travers les gestes, à travers l'éducation de ma fille. Ce que je vais lui apprendre, c'est une partie de mon père et il persistera dans l'existence à travers les mouvements que je peux lui apprendre, la mémoire, les souvenirs, ce qui fait que si le deuil s'est passé à autre chose, je n'ai pas du tout envie de passer à autre chose. Non, je pense que c'est vivre avec. Hein. Oui, voilà, un deuil, c'est pas oublié. Oui, parce que souvent les gens te disent passe à autre chose, ça va aller, t'inquiète pas, tu vas voir avec le temps, ça va s'estomper vraiment, tu vas réussir à passer à autre chose. J'ai pas envie de passer à autre chose. Non, un deuil, c'est pas oublié, clairement. Non, c'est ça. Donc du coup, je pense que c'est important de dire, comme tu dis, que voilà, le deuil, c'est pas oublié, que du coup,
Quand on te dit qu'il faut passer à autre chose, il faut passer à tout sauf à autre chose, en fait, en réalité. C'est plus faire le deuil de la souffrance, quoi. Enfin, tu vois, arrêter de souffrir du départ de quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est Pour moi, ça a vivre été, par avec. exemple, plus rapide que ma mère ou mes frères. Tu vois, ça a pris plus de temps pour eux de faire le deuil de mon père, d'arrêter de souffrir de son départ que moi, tu vois. On a tous, j'imagine. Ouais, après, tu sais, quand tu as construit, enfin, je pense notamment à ma maman, moi, tu vois, elle a construit quasiment toute sa vie avec mon père. Tu sais, c'est tout ton quotidien. C'est clair. Tu fais mourir en même temps que le défunt une partie de ta vie, quoi. Ce qui fait que, je lisais ce matin, tu vois, justement, Paul Auster qui parlait du membre fantôme. Il disait justement que mourir, lorsqu'on a un mort, quelqu'un qu'on perd, en fait, un proche, ça peut nous procurer l'effet d'un membre fantôme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est encore là, on agit comme s'il était là, on a même tendance des fois à le sentir, alors qu'en réalité, il n'est plus là. Et c'est exactement pareil. Moi, quand je rentre chez moi et que je vois ma mère, on a le même comportement, la même vie que lorsqu'il était là. Tout est exactement identique, mais rien n'est plus jamais pareil. Et rien ne sera plus jamais pareil. Ce qui fait que tu as toujours cette présence dans ton esprit, cette attente qu'il arrive, comme on peut voir l'attente d'une panthère arriver en haut d'une colline ou dans les montagnes du Tibet. Et en même temps, on sait qu'elle n'arrivera jamais, parce qu'elle n'existe plus. Et donc, c'est troquer entre la vie et la mort dans notre rapport à ce moment est extrêmement difficile. Parce qu'on le manque. Mon père n'a jamais été aussi présent que depuis qu'il n'est plus là. Oui. Complètement. Et je pense que tu peux voir exactement ce que c'est. C'est que l'absence fait persister en soi une présence qui guide un petit peu nos pas, nos quotidiens, et qui nous permet de revenir à la fois en arrière et en avant. C'est clair. Je vais revenir du coup un petit peu en arrière. Quand tu avais ta carrière de tatoueur, on va revenir sur quelque chose de peut-être plus positif. Ouais. Donc tu rencontres Solène à ce moment-là. Ouais, je rencontre Solène à ce moment-là, qui vient à mon salon de tatouage, ça se passe super bien. Moi, j'ai beaucoup accroché avec elle, j'ai beaucoup comment est-ce qu'elle fonctionnait, elle est adorable, c'est quelqu'un de super. On partageait les croyances spirituelles à ce moment-là, donc du coup, ça mettait des points communs. Ça n'a pas été facile parce qu'elle vivait des expériences dans sa vie qui fait qu'elle n'était pas forcément prête à s'engager avec quelqu'un. Moi, je venais de me séparer aussi, donc... Bon, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas eu de problème, quoi. Je pouvais très bien me mettre avec elle, et pas de souci. Toi, il n'y avait pas de problème. Non, moi, j'ai pas de problème. Ce qui fait que c'est moi qui ai dû travailler, quoi. Okay. J'ai dû bien travailler pour pouvoir y arriver. Et au final, ça s'est fait très tout seul, vraiment, vraiment tout seul. Okay. Et je me rappelle, on avait fait un resto ensemble. On avait été dans la voiture, on s'était mis au port de la Teste. On était resté jusqu'à 6 h du matin à discuter. Okay. Dans la voiture, je sais pas, pendant 7 heures à discuter d'affilée. Le lendemain, on s'est revus. On a fait la même chose jusqu'à 6 h du matin encore, okay. À discuter. On avait beaucoup de choses. C'était vraiment excessivement bien de parler avec elle. C'était vraiment très, très bien. Ouais. Ça l'est toujours. Hein. Solène, c'est la personne avec qui je discute constamment. J'ai une idée, je vais lui en parler. On partage énormément, ce qui fait que elle va lire mes textes. Elle va savoir me faire des retours sur aussi ce que je vais pouvoir écrire. Enfin, c'est à la fois ma femme et mon confident. Elle a beaucoup de rôles, beaucoup d'identités que je lui attribue, qui lui demandent un travail très lourd, mais qu'elle est. Puis même quand on voit les moments tragiques qu'on vit, elle est toujours là. Ouais. Tu peux avoir tendance à l'oublier parce que tu es dans ta solitude, dans le moment que tu vis, mais il y a toujours cette présence à côté de toi qui te tient la main, et ça, c'est vraiment... c'est vraiment inestimable. Le pouvoir que l'amour peut donner, ou la présence... c'est vraiment, vraiment très, 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 très fort. Et donc, du coup, je la rencontre comme ça. Et le week-end même, on part à Disney. On se dit, vas-y, on part à Disney le week-end même. Okay. On part à Disney. Donc, du coup, directement, je l'ai mise dans le mouvement. Voilà. Je dis, il faut du mouvement. Toi, tu voyages, moi aussi. Et la semaine d'après, je crois qu'on est parti à San Sébastien en Espagne. Mais voilà, directement, on a fait beaucoup de choses en très peu de temps. Ce qui fait qu'en l'espace de 2 mois, on avait l'impression d'avoir déjà parcouru beaucoup de choses, quoi. Ouais. On est parti en Thaïlande, on est parti en Indonésie après. Ça a été un peu plus compliqué, il y a eu des passages un peu à blanc. Mais au final... Alors, parce que tu as dit juste avant que tu as quitté, t'as fermé ton salon. Ouais, j'ai fermé mon salon. Par amour Vas-y, dis la vérité. Non, alors 100% honnête, 100% honnête. Évidemment qu'il y a une partie pour l'amour. Évidemment qu'il y a une partie pour l'amour parce que j'avais envie de vivre cette aventure avec elle. J'ai toujours quelqu'un qui a suivi mon cœur. J'ai toujours suivi mon cœur. Dès qu'il y avait de la passion, dès qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, j'y allais. À chaque fois. Ce qui fait que je n'ai jamais eu de problème de prise de décision. J'ai toujours écouté. Quitte à perdre un business, quoi, de tatouage qui marche bien. J'ai aucune accroche. Moi, je demande pas beaucoup d'argent.
j'ai aucune accroche à des aspects matériels. J'ai aucun problème à relancer ma vie dans n'importe quoi, quoi. Ok. J'ai vraiment aucun problème Pas avec ça. peur de Non, recommencer à j'ai zéro. aucune peur de ça. Non, pas du tout. Mais je suis recommencé à zéro complètement, hein. Ouais. J'ai quitté tout, j'ai gagné super bien ma vie. Vraiment très, très confortablement. J'avais mon salon, il tournait super bien, j'étais booké 6 mois en avance. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, tout arrêté, j'en avais marre, j'ai tout bloqué et je suis parti vivre à l'étranger. Parti vivre à l'étranger avec elle, Avec des après économies quand même. un peu d'argent, voilà. Et puis elle, après, j'ai fait ma vie, je me suis construit. Et là, j'ai vu que je pouvais me lancer en rapport. C'est là que j'ai commencé à créer du contenu sur la philosophie, sur la littérature, tout ça. J'ai commencé à créer du contenu par rapport à ça. Grâce Au à fur- Solène aussi, qui t'a aidé un Oui, peu. beaucoup, parce était qu'elle m'a dans ça. montré les réseaux sociaux, comment Ouais. est-ce que ça fonctionnait. Enfin voilà, elle m'a montré tout ce monde-là, quoi, en fait, hein, comment fonctionnait ce monde. Et donc, au fur et à mesure, après, j'ai grandi avec ça. J'ai décidé de me lancer, réaliser des conférences en ligne et tout. Et puis, ça a pris petit à petit, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, ça a très bien Ça a fonctionné. très bien pris. Hein, Ouais, très bien c'est fonctionné. une niche. rapidement. Ouais. Tu Ben, en penses fait, je que suis un peu tout seul, quoi. Je suis un peu tout seul quand tu et ton vois. style, franchement, enfin, tu sais, c'est reconnaissable, quoi. Ouais, Tu vois, ouais, c'est le mec là, j'ai une tout identité jeune, visuelle. qui Ouais. parle de philosophie. Il n'y Ouais, aura c'est vrai. personne comme toi, tu vois. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est vrai, et c'est du coup ce qui m'aide et ce qui m'a contraint dans le milieu intellectuel. Tu vois, là, par exemple, cette semaine, je donne cours à l'Institut supérieur de droit de Paris, en Master 2. Mm. J'ai pas mon bac. J'ai pas mon bac et je vais donner en cours je donne des cours en université. Ben ouais, ce que tu veux, du coup, ça C'est crée super. toujours C'est avec le milieu Ah, intellectuel. mais c'est super inspirant. Oui, mais alors pour les jeunes. Mais alors pour les personnes qui sont là depuis longtemps dans le milieu intellectuel, quand ils vont me voir physiquement, ils vont forcément penser que ce que je fais, c'est mauvais. Tu, tu- Il y a tu une... te Mais fais c'est normal. tu te fais critiquer Énormément. Ah ouais. Mais oui. Par les intellectuels, Bien les sûr, bien philosophes et sûr, tout. bien sûr. Puis même d'autres qui ont cet esprit à penser que l'apparence, à cet esprit grec en fait de l'époque, hein, Mm. c'est l'apparence reflète la profondeur de l'âme. Donc si t'es moche, t'as forcément pas profond, on va dire, dans ton âme, quoi, ou dans tes réflexions. Regarde, Socrate était horrible. C'est le plus grand philosophe qui ait existé. Horrible, c'est-à-dire. Socrate n'était vraiment pas beau, il était très très laid, Socrate. Ah, C'est excessivement laid. Et dans la Grèce, ça a été quelque chose d'extrêmement grave. Parce que la beauté extérieure, c'est pour ça qu'il y avait un culte sur la beauté extérieure. La beauté extérieure avait une importance si grande qu'elle reflétait pour eux la beauté de l'âme. Donc si t'es moche, t'as une âme qui est moche. C'était un peu ça à l'époque, quoi, pour simplifier. Socrate était horrible. Ouais. Et il avait été profondément passionnant. C'était un homme excessivement incroyable. Un des plus grands philosophes qui existait. Il a révolutionné le monde de la philosophie. Et pourtant, il n'a jamais rien écrit. Il était pas beau. Il allait à l'encontre de tout. Si aujourd'hui Socrate devait être un humain, ça serait, je pense, un punk à chien qui fait chier tout le monde dans la rue, quoi. Je pense que ce serait ça, Socrate, tu vois. Je pense que ce serait ce genre de mec-là qui va faire chier tout le monde, qui va poser des questions à tout le monde, qui va déranger le monde entier et qui, au final, va philosopher à travers la pratique de la philosophie, non pas à travers l'étude de la philosophie. Ok. Et donc là, toi, ton futur, tu l'imagines, enfin, continuer dans ça pour l'instant, en tout cas, faire de la philo. C'est pas dit que dans 10 ans, peut-être, tu vas changer totalement encore. Non, moi, je suis passionné. J'ai vraiment trouvé ok. ma passion. C'est vraiment ma passion la plus profonde. Je mange ça, c'est constant, quoi. C'est Ok. vraiment un truc énorme. Et moi, j'aime l'écriture. Moi, j'écris. Ouais. Ce que je veux, c'est écrire, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. J'aimerais bien vivre complètement de livres, faire que ça, faire mes petites conférences, mes petits cours de temps en temps, intervenir sur différents sujets, comme je fais déjà, donc ça, c'est cool. Ouais. Mais c'est plutôt écrire. Moi, c'est ça que je veux. C'est transmettre à travers l'écriture des histoires. Je fais beaucoup de littérature. J'ai vraiment envie de faire de la littérature plus, Ok. à profondeur philosophique, avec des approches philo. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que j'adore. Camus, j'adore Cocteau, j'adore Tesson. Je vais aimer plein d'auteurs très différents, très contemporains, beaucoup plus classiques, Dostoïevski, Flaubert. Je vais aimer d'autres qui vont être beaucoup plus contemporains. Donc, Et du coup, comment on fait pour vivre en couple avec une femme aussi, une femme, vous n'êtes pas mariés encore? non. Une compagne entrepreneur, ça parle business tout le temps ou vous Ça arrivez? dépend, ouais. Des fois, on parle business. Elle me demande on communique tout le temps avec Solène. Tout le temps. Ce qui fait que tout se passe toujours très bien parce qu'on communique toujours tout le temps. Tout se passe nickel, quoi. Donc, elle, quand elle a ses questions par rapport à son business, j'essaie de l'aiguiller. Je suis pas dans le milieu à fond. Je suis pas aussi doué qu'elle, ce qui fait que je vais lui amener une vision un peu plus extérieure. Mais bon, je vais pas être d'une aide très très grande, mais en tout cas, elle va pouvoir avoir un avis. Ouais. Ce qui fait que on parle de tout. Vraiment, on peut parler de tout. Moi, pareil, quand j'ai des réflexions philo, je vais dire ah, regarde, j'ai découvert ça, nani nana. Elle s'intéresse aussi à la littérature. De temps en temps, en ce moment, elle lit des bouquins de chez Gallimard et tout ça. Je me dis, c'est trop bien. Elle s'intéresse à un truc que de base, on n'aurait pas tendance à avoir envie de s'intéresser. Au fur et à mesure,
Donc je me dis, c'est vraiment un partage qui se fait. Ouais. J'essaie de m'intéresser au business, elle s'intéresse à quelque chose, elle y prend plaisir. Donc du coup, il y a un vrai échange qui se produit. Une super bonne dynamique. Ouais, vraiment génial. Il y a des coups durs des fois, des crises? Jamais. Ah ouais? Ouais, jamais. On Ah, s'embrouille trop jamais. bien ça. Mais non, on communique tellement qu'on n'a pas le Ouais. temps de s'embrouiller. Tu sais, quand des fois, tu peux avoir des petites frustrations, parce qu'être en couple, c'est aussi difficile. Mhm. Tu vois, H24. Des fois, tu peux avoir des petites frustrations dans ton couple. Nous, Donc, toi, vous en on avez n'a pas. aucune attente sur l'autre, on n'a aucun espoir qu'il devienne autre chose. On le prend pour ce qu'il est. Hmm. C'est-à-dire que aussi médiocre soit-il, Ouais. elle m'aimera toujours pour la faiblesse de la personne que je peux être, tu vois. Hmm. Et moi aussi, tu vois. Donc en fait, je demande rien. Je demande rien. Je demande pas ce qu'elle soit quelqu'un d'autre pour devoir l'aimer. Mhm. J'aime pas l'idée de ce qu'elle est. J'aime ce qu'elle est. Ce qui fait Mhm. que je ne m'accroche pas à une illusion, mais je m'accroche à ce qu'elle peut produire de très très beau, comme de très mauvais, comme de très joyeux, comme de Mhm. très triste. Et en fait, tout me plaît. Tout me plaît. Et puis après, il y a des différents de temps en temps. Il y a des différents de temps en temps, mais ça passe avant tout par. On va communiquer, et puis après, elle est pas rancunière, moi non plus. On n'est pas des gens du ressentiment. On Mhm. discute, c'est fini, ciao, quoi. Et du coup, j'avais pris des notes, tu disais que toi, à l'époque, tu étais dépendant affectif. Comment tu as fait pour guérir de ça? Ça a été un. Eh bien, aller chercher son opposé. Hein. Il a fallu que je trouve une forme de paix dans la solitude. Il a fallu que je rentre dans une solitude, que j'aille chercher son opposé, quoi. Hmm. Que Solène m'a imposé d'ailleurs, parce qu'elle Ouais. était quelqu'un avec une solitude, qu'elle respectait énormément. Et donc, on avait chacun nos logements. Hmm. Il y avait des moments où j'étais très seul. Il fallait que j'arrive à apprivoiser cette solitude. Ok. Donc, c'est aussi grâce à la relation avec Solène, t'as permis aussi de guérir Complètement. cette dépendance affective et maintenant, tu es beaucoup plus stable. Ah, mais non, au contraire, moi j'ai besoin de mes moments tout seul et tout. Ah, tu vois, c'est rigolo ça. Ouais, non, pas du tout. Je suis pas du tout dépendant de quoi que ce soit. En fait, j'étais pas dépendant de Solène. J'étais dépendant de l'affection. Ouais. Ce qui fait Mhm. que je ne cherchais que de l'affection. Donc, si c'était Mhm. Solène, c'est quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Mhm. Sauf qu'elle, elle a réussi à m'en donner, mais on va dire par bride. Ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile pour moi de me retirer de ça, quoi. Ok. Écoute, Chris, je finis toujours le podcast avec des petites questions. Tu vas devoir me mettre une note entre 1 à 5 sur ces différents thèmes, sachant que 5, c'est la meilleure note. 5. 5, Ouais. tiens, comme Solène. Ouais, nickel. Amitié, Ouais, 4-5. 4-5. Ok, Ouais. c'est très élevé. En tout Ouais, moi, mes potes, c'est toute ma vie. Hein. cas. Ok. Ouais. Famille. 5. Que ouais, en fait, tu me disais, toi, la famille, c'est super important, Ouais, très super proche, important. et amitié aussi, quoi. Ouais. Moi, je suis dans les relations sociales. Amour, amitié, famille, c'est très, très, très important pour moi. Très important. Santé, mentale et physique. Physique, 3. Je prends pas très soin de moi au niveau de l'alimentation. Je fais beaucoup de sport, mais genre du basket. Ok. Donc, physique, sport, oui, j'arrive à en faire de manière. Je fais beaucoup de basket par semaine, donc oui. Tu danses plus? Non, tout non, je danse Ouais. plus. Ça te manque pas? Non. Ouais. Et de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Ouais. Et puis, j'en ai envie, j'y retourne. J'ai mes Ouais. potes au studio, donc j'y Ok. retourne. Je mange pas très bien, je m'alimente pas très bien, ce qui fait que je ne mets pas une note élevée par rapport à ça. Mental, 2-3. En ce moment, pas dingue, Ouais, forcément. forcément. Mm. Mais voilà. Ok. Et business, du coup? Ah oui, j'ai de bonnes opportunités en ce moment, donc Business, t'es à combien? Entre 1 et 5? 4-5. 4-5. Ah, d'accord. Donc, Je mettrai jamais 5 dans des trucs qui ne sont pas l'amitié, l'amour et la famille. Je ok. pourrais jamais mettre 5 Intéressant. parce que Super intéressant. ouais. J'aurais jamais. Et puis tu sais quoi, 5 serait la pire note possible pour moi. Donc je préfère, si je suis 5, ça veut dire que je suis au top. Ouais. Je serai jamais au top. Donc, Ok, Chris, bah écoute, merci d'être passé C'est moi qui te remercie. dans le studio de l'envers du décor. Et je vous dis à la prochaine.